Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à 4 voix ce midi avec nos invités. Ils appartiennent tous les deux à la même famille, une famille dont le nom est entré dans la légende de la gastronomie française et qui conserve depuis plus de 50 ans 3 étoiles au guide Michelin. Leur nom résonne du département de la Loire jusqu'à l'autre bout du monde, jusqu'au Japon, voire même jusqu'aux États-Unis. Une histoire de cuisine, de transmission, d'héritage et de passion que le cinéaste américain Frederick Wiseman vient d'immortaliser dans un documentaire de 4 heures qui sort le 20 décembre prochain sur les écrans. Bonjour Michel et Léo Troisgros. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Alors je fais les présentations. Je fais les présentations. Tout de même, Michel, vous êtes le père de Léo, ici présent, et de César, le grand frère de Léo, qui n'a pas pu se joindre à nous ce midi, mais qui est bien présent dans ce documentaire également. C'est lui qui dirige aujourd'hui le restaurant étoilé. On va revenir bien sûr sur l'histoire familiale, mais d'abord racontez-nous peut-être comment s'est faite cette rencontre avec le documentariste Frederick Wiseman. C'était au hasard d'un service, d'un déjeuner estival, c'est ça, Michel Troisgros ? Semble-t-il, on a un peu de mal à y croire que c'était comme ça, pas téléphoné. Frederick Wiseman, à la sortie du premier confinement, est venu déjeuner avec Olivier Giel, un de ses amis. César était là pour les accueillir, pour les régaler, et à la fin du déjeuner, eh bien, il a manifesté son envie de faire un film, son prochain film sur la maison. Alors César s'est documenté parce que son nom nous était inconnu. Mais immédiatement documenté, il est allé sur Wikipédia, il a vu se dérouler sous ses yeux l'immense en fait travail de Frederick Wiseman. Il est revenu à la table et là, je crois qu'il lui a dit je vais en parler à mon papa et on vous donnera donc on donnera suite. Et puis les semaines et les mois, 2 mois se sont écoulés et là Monsieur Wiseman nous a écrit un magnifique courrier de motivation, on pourrait dire, et d'intention pour faire ce film. On a pas mal réfléchi entre nous parce qu'il s'agissait quand même de lui ouvrir toutes les portes. Il s'agissait de se livrer, de se donner totalement pendant 2 mois à son œil, voilà, et sans retenue. Donc c'est pas rien quand même, on n'avait jamais fait ce type d'exercice avant. Léo, vous avez participé à la réflexion familiale, j'imagine, sur cette décision ? Bien sûr, j'ai été appelé dans un second temps. Donc on était tous absents, sauf César ce jour-là. César a consulté mon père et ensuite, bien sûr, on a consulté toute la famille. Et donc toute la famille, c'est ma mère, ma sœur et ma fiancée. Marion et Lisa. Marion et Lisa. C'est ça. Donc ça fait du monde à consulter, mais je crois que tout le monde était ravi d'accueillir un tel personnage et pendant 2 mois. Un peu d'appréhension quand même. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu dans sa lettre de motivation ? Vous avez dit une magnifique lettre de motivation. Il y a ça, mais il y a aussi, il s'engageait à revenir pour nous en parler, bien entendu, présenter le projet. Donc les mois se sont écoulés parce qu'il y a eu le 2e confinement et on s'est dit, mais à 91 ans, c'est pas possible. Il va lâcher prise. Si nous, on fait preuve de réticence, il va pas continuer. Il va arriver quelque chose, vous voyez. Mais pas du tout. Il est solide comme un roc. Ah, mais vous aviez plus peur pour lui, en fait. Ouais. Je laisse une crise cardiaque dans vos cuisines. Non, mais les deux. On pensait vraiment qu'il allait lâcher prise. Et puis non, deuxième confinement, donc 7 mois plus tard, il revient à la charge. Il dit voilà, j'arrive de Boston, je fais un saut jusqu'à Rouen, je viens vous présenter mon projet. Et il est venu, en effet. Entre-temps, il nous a envoyé une pile comme ça de DVD de son travail, ce qui nous a permis de se familiariser déjà avec son travail, qui est pas rien quand même, parce que c'est un travail très engagé, mais en même temps très humble. Ouais, il regarde les choses telles qu'elles viennent à lui, quoi. Bah, évidemment, il y a de la poésie, il y a de l'écriture, mais voilà. Donc, c'est au bout d'un certain temps que, en effet, on a dit oui. Mais après, souvenez-vous, sorti du confinement, il y avait encore les masques à porter. Donc, lui, il était hors de question qu'il puisse tourner avec des masques, quoi, en cuisine, etc. Donc, il a fallu encore, il y a eu un délai, quoi. Voilà. Et il y a aussi de la sincérité qui se dégage de son travail. Et notre métier, c'est être sincère. Donc, on a trouvé un lien entre nos 2 métiers qui est important. Alors Frederick Wiseman décrit son immersion dans vos cuisines comme une plongée dans l'atelier de grands artistes. On va découvrir la bande-annonce de ce film documentaire Menu Plaisir
au pluriel. Alors j'ai 2 fils. César, qui est chef de cuisine dans cette maison. La plus belle membre du Maroc est ici. Léo, qui est chef de cuisine à la colline du Colombier. Je ressemble à mon père? Non. Et puis après, on a notre fille, Marion, qui, elle, travaille plutôt dans l'hôtellerie. Et Marie-Pierre, bien entendu, mon épouse, qui chapeaute tout ça, voilà. Quand tu as des doutes, tu viens de plonger dans ces 2 livres-là, l'Escoffier ou l'encyclopédie Larousse. La feuille d'or, elle vient comme elle vient. Tu as vu, là, il y a de l'air dans la cuisine, elle a virevolté. Il faut qu'elle soit vivante, quoi. Mesdames, messieurs, j'ai 4 couverts qui passent avec 4 grands menus. À table, on a une personne qui est sans crustacés. On fera 3 écrevisses, un remplacement foie gras. Il y aura 3 Saint-Pierre, un lieu remplacement. Service. Belle dégustation. Merci. Allez, 6 asperges, 3 x 2. Oui. Allez, on enchaîne la carte d'ailleurs, s'il vous plaît. On la met là, ici. Allez, je vous souhaite bon appétit. Merci à vous. Merci. Menu plaisir de Frédéric Weissman, qui est en salle le 20 décembre prochain. C'est un film en partenariat avec France Culture. Michel Troisgros, est-ce que vous imaginiez, vous, qu'on allait voir tout ça, entendre tout ça, être autant plongé dans votre ambiance, qui est vous, votre quotidien depuis des dizaines d'années? Est-ce que vous imaginiez que ça passerait par le filtre de cette caméra? Il y a vraiment... les images ont plus de force que la réalité, presque. Parce qu'elles sont focalisées sur des expressions, des gestes, des produits, des paysages, des savoir-faire, des hommes. Non, en fait, j'imaginais rien du tout. J'imaginais, pour lui, c'était une première de s'attaquer à la beauté, on pourrait dire à la beauté des choses, puisque jamais c'est un sujet auquel il s'est collé, la gastronomie. Et alors, il a bien fait avec l'opéra Garnier, la danse ou la comédie française. Ou la comédie française, mais bon, c'est un autre registre. Et là, non, j'imaginais rien, mais je trouve que vraiment, il donne de la puissance à notre univers, et les sons aussi donnent une puissance. On s'entend. Et on s'entend bien. Voilà, il a su saisir vraiment le cœur des sujets. Le cœur de sujet et la variété aussi de ce qui est votre métier de chef, puisque Léo Troisgros, on vous voit au début du film avec votre frère, vous êtes sur les marchés en train de sélectionner les produits, on assiste à l'élaboration des plats entre vous, ces discussions entre vous sont passionnantes, on va vous voir aussi, on assiste à l'accueil des clients, au service, on est dans la cuisine, on est vraiment dans tous les endroits, il a passé sa caméra partout en fait. Et c'est ça qui est aussi très impressionnant dans ce film, c'est qu'on se rend compte de ce qu'est être un restaurant étoilé et de grands chefs comme votre famille. Oui, c'est notre quotidien finalement. Alors en effet, on voit tout ce personnel qui marche au quotidien dans le même sens que nous, la transmission qui est très importante dans notre famille, on est quand même la 4e génération, donc voilà, il y a une forte transmission. Et on aime ça en plus. J'aime apprendre le savoir de mon père et j'espère un jour pouvoir le transmettre. Ouais, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Fort. Michel Troisgros, est-ce qu'il y avait aussi dans l'idée d'accepter la caméra de Frédéric Weissman, l'idée de changer le regard aussi sur ce qu'est un grand restaurant étoilé, sur ce que sont ces cuisines qu'on imagine parfois de manière fausse ou vraie d'ailleurs, des endroits pas très agréables, où c'est très difficile, c'est un métier très dur, très exigeant. C'est bruyant. C'est bruyant, on se fait crier dessus et en découvrant ce film de 4 heures, c'est pas du tout le cas. Vous cuisinez dans une forme de sérénité. Oui. Alors là, moi, je tire mon chapeau à César, mon fils, parce qu'il manage ça. C'est lui qui est calme, en fait. Ouais, c'est lui c'est lui qui est calme. Peut-être pas intérieurement, mais en tout cas, il diffuse et il exige le calme autour de lui, l'organisation.
la propreté. Moi, je suis admiratif. Hein. Vraiment, c'est pas comme ça que j'ai managé de mon temps, parce que c'est vraiment c'est son équipe, c'est sa cuisine, c'est lui aujourd'hui. Hein. C'est peut-être la différence entre le film, ce que donne à voir le film, et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un décalage de 1 an et demi, et les choses ont changé, mais elles étaient déjà dans les tuyaux, on va dire, il y a 1 an et demi. Mais là, maintenant, c'est net. C'est sa cuisine, c'est un silence impressionnant en cuisine, et même au moment du coup de feu. C'est au doigt et à l'œil que ça se passe, et non pas à la voix. Et pourtant, celui qui était le chef de cuisine il y a encore 20 ans de mon temps, on l'appelait l'aboyeur. C'est celui qui aboyait les ordres. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aboyer, il s'agit en effet, à la manière d'un chef d'orchestre, de fixer des yeux, de donner, de faire des gestes, de chuchoter les choses. C'est très impressionnant, vraiment. C'est très beau à voir. Hein. Moi, j'en suis... Mais j'en suis baba, je dis, mais même je m'interroge, je me dis, mais comment ça marche, quoi. Mais il y a une telle symbiose, une telle synchro entre les hommes qui ont l'habitude de travailler ensemble, un peu comme une philharmonie en fait. C'est juste magnifique, c'est millimétré, c'est beau à voir. Mais parce que vous aboyez ? Moins que la génération. Je voulais dire à l'imparfait. Mais je parlais à voix haute, oui. Et on me répondait oui chef. Je suis de cette école, moi, voilà. Mais c'est là ce qui est décrit avec votre fils, c'est la nouvelle génération. Mais est-ce que c'est partout encore comme ça ? J'en suis pas sûr que ce soit partout comme ça. Oui, pour avoir eu des expériences récentes, non, une cuisine aussi calme, c'est rare. C'est une spécificité chez vous, en fait, nouvelle. C'est une spécificité. Oui, en effet, c'est une spécificité, mais aussi la cuisine a été créée de manière à ce que le silence fasse partie de la cuisine. Son architecture, on trouve, tous les cuisiniers sont organisés de manière à ce qu'il y ait du silence. Et il y a des cuisines qui vraiment sont bruyantes. Rien qu'en rentrant, même sans personne, il y a du bruit. Et quand on rajoute les humains là-dedans, il y a encore plus de bruit, bien entendu. Après, comment Frédéric Huisman s'est glissé là-dedans sans faire de bruit non plus. Et comment, en effet, il est arrivé à extraire la vérité de ces choses-là. On peut s'interroger aussi parce que on fabrique des images, on transforme les personnes quand il y a une caméra et une perche. Eh bien, parce que c'est le temps long. Je crois le temps long a joué pour lui à la manière d'un documentariste animalier. Il se pose et il attend. Il s'est fait oublier ? Et oui, parce qu'il fait partie du paysage. Même si c'est jamais un oubli total, il est tellement... Le temps est tellement long avec nous que, on va dire, au 3e jour, on a autre chose à faire que de s'occuper de lui. Donc c'est là que, réellement, c'est sur ce temps long, comme ça, quand même, 7 semaines de tournage, 150 heures de rush, pour finalement 4 heures de film. C'est-à-dire 3%. Il ne garde que 3% de ces images. Donc après, dans ces 150 heures, il a des choses qui viennent à lui comme ça. Comme il parle de hasard, souvent il dit « le hasard me profite ». Mais en effet, il n'y a rien de prémédité. Il ouvre son œil et il capte, forcément, il arrive à capter un instant, des instants. Et des discussions, notamment, ça c'est quand même quelque chose qui est très présent et très fort dans ce documentaire, des discussions entre vous deux, avec César aussi, sur est-ce qu'il faut mettre tel ingrédient, telle épice, telle sauce, est-ce qu'il faut pas retirer quelque chose. On est vraiment devant la création de ces plats, c'est ce qu'on n'imagine pas. On imagine le chef seul, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on imagine, mais votre façon de faire est très particulière aussi. D'ailleurs, c'est les moments les plus durs pour nous à supporter quand on se regarde dans ce film. C'est ces passages-là. Il y a un passage sur un plat que je crée à la colline du Colombier, où j'en discute avec mon père, et un autre sur le rognon aux fruits de la passion. Qui est trop épicé, d'ailleurs. Dans la sauce, c'est trop épicé, si je me souviens bien. Je sais pas, parce que finalement, je mange tout et je me dis, putain, je me suis régalé après l'avoir discuté. Oui, mais j'insiste, je suis trop insistant. Je suis désolé parce que elle gêne Léo, elle gêne César et elle me gêne aussi cette scène. Au point, on en a longuement parlé avec Frédéric. Il a dit, mais non, Michel, c'est la meilleure scène du film. Alors, c'est celle qui fait de la gêne pour vous. D'ailleurs, Frédéric nous a confié qu'il attendait un conflit. Il n'y en a jamais eu des conflits. Et ça reflète vraiment notre travail depuis des années.
Ces discussions-là, en effet, ça nous gêne, mais en même temps, c'est vrai. Ça a été les vendredis matins, on se réunit au Central, qui est le point de convergence des 3 restaurants. Et là, on discute. Ça prend des heures en général. On arrive en retard d'ailleurs à la Maison Trois Gros et moi à la Colline du Colombier, parce que cette discussion s'enflamme, on va dire. Mais c'est là où on apprend le plus et c'est là où on partage des moments en famille et au travail. Ouais, parce que là, c'est là que je viens les perturber en fait. Je vais les chercher, mes 2 fils un peu. Je vais les ouais, c'est comme si j'allais fouiller un petit peu plus pour qu'ils s'interrogent encore plus sur leur travail. Voilà. Bon, 14 dis donc, hein. T'as le vin blanc là, hein. Tout coupé, ils sont 2 de moins. Ah, la cuisine, pour moi, c'est un métier, mais c'est surtout un métier qui est très attractif. On travaille de la marchandise quand même qui est de la marchandise vivante. C'est quelque chose de noble, la marchandise. Je sais pas, ça peut se comparer à du bois, vous savez, dans l'artisanal. Nous, on est des artisans, mais on travaille de la marchandise. Vous voyez, ce homard, c'est quand même quelque chose que quelqu'un a été pêché. Il faut manipuler avec soin parce que ça représente un être vivant. Et puis, on fait plaisir à tellement de gens dans la vie que c'est un métier que je ne voudrais pas changer. Je ne l'ai pas choisi, ce métier. Mon père me l'a imposé. Il n'y a pas eu de problème. Comme ça, pour moi, à 14 ans, mon père a dit « Tu seras cuisinier avec mon frère. » Bon, on est cuisinier. Puis, en partant de là, il nous a dit « Tu sais, il faut faire comme César. Hein. Il faut mieux être le premier dans son pays que le deuxième à Paris. » Pour moi, la cuisine, c'est ma mère. C'est ma jeunesse, c'est des odeurs. C'est une ambiance, c'est un goût de la nouveauté aussi. Il faut qu'on soit toujours en permanence en recherche de nouveaux goûts, de nouveaux plats, pour remettre en question, comme dans beaucoup de métiers, parce qu'on le considère un métier de l'art, et comme dans tous les métiers de l'art, il faut inventer et remettre en question. Nous sommes en avril 1976 dans l'émission La Grande Cocotte avec Jean et Pierre Troisgros. Vous les avez évidemment reconnus, Michel et Léo. Vous avez ri au moment où je ne sais pas si c'est Pierre ou si c'est Jean qui dit qu'il n'a pas choisi ce métier qu'on lui a imposé. Michel ? Ça me paraît incroyable. Ça, c'est vraiment je sais pas, on dit le bon vieux temps. Je sais pas s'il était bon le vieux temps, hein, mais il était autrement en tout cas. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir agi de même avec César et Léo. On va demander à Léo. Je le confirme. Je le confirme. Justement, c'est un sujet qui est très peu revenu sur la table quand on était enfant. Mais la passion, ils nous l'ont transmise comme ça, en venant de temps en temps au restaurant, en les voyant travailler avec plaisir. C'est ça qui est important, c'est le plaisir que l'on retrouve chez les gens et qui nous donne envie de faire la même chose. Donc vous n'avez pas imaginé une autre vie en dehors d'une cuisine ? Pour vous, c'était ça ? Alors on a tous... César dira autre chose parce qu'il a vraiment bifurqué au dernier moment. Je crois que passé 8-9 ans, après j'ai toujours voulu être cuisinier. Par contre, j'ai voulu prendre mon temps. J'ai vu que c'était un métier qui prenait beaucoup de temps. Et on va dire que j'ai voulu profiter de mon adolescence. Très longtemps. Contrairement à ses 2 frères, l'aînée, Marion, notre fille, qui elle a toujours juré ne jamais épouser le métier. Elle est partie dans les chevaux, elle était professionnelle dans les chevaux, et il y a 4-5 ans de ça, ou peut-être même plus récent, il y a 2-3 ans de ça, elle a arrêté cette activité-là pour nous rejoindre. Elle est avec nous maintenant. Alors elle est plus du côté hôtellerie, administration auprès de Marie-Pierre, mais elle a suivi un parcours différent. Voilà. Mais tous les deux, moi je dois dire, tous les deux, on est tombés des nues, Marie-Pierre et moi, quand à quelques semaines du bac, ils ont 6 ans d'écart, hein, tous les deux, mais même scénario, quelques semaines du bac, on voudrait rentrer dans une école de cuisine pour parfaire nos connaissances sur la cuisine. On a dit, mais à l'un et à l'autre, hein. Mais tu es sûr ? Tu es sûr ? Tu dis pas ça pour nous faire plaisir. Donc c'était vraiment pas du tout comme Jean et Pierre dans les années 60 ou 50 même, puisque il y a 14 ans, 14 ans même, ouais, c'était juste à la sortie de la guerre même.
Il y a deux questions en réalité. Il y a effectivement, est-ce que je vais faire la même profession que mon père? Mais il y a aussi, est-ce que je vais la faire avec mon père et au sein de la famille Trois-Gros? On va revenir un peu en arrière. Le tout début de la famille Trois-Gros, en tout cas à Roanne, dans cette belle région de la Loire, c'est 1930. Votre grand-père, que je ne dise pas de bêtises, Pierre. Donc, non, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça y est, j'ai pris mon petit organigramme et effectivement, je l'ai perdu. Jean-Baptiste et Marie, ce sont eux qui installent à Roanne, en face de la gare, le premier restaurant. Ils reprennent un hôtel, en fait, c'est ça? C'est ça, ils reprennent un hôtel modeste, place de la Gare. Et ils n'étaient pas propriétaires, ils étaient locataires. D'ailleurs, on l'était encore juste avant le déménagement à Ouche en 2017. Oui, ils arrivent de Chalon-sur-Saône. C'est elle qui cuisine, c'est lui qui est le patron. Comme il a beaucoup de copains vignerons, il amène avec lui toutes ses connaissances et une bonne petite cave. Et la réputation arrive assez vite, localement, autour des vins et de la bonne cuisine de Marie. Et les deux fils derrière, Jean et Pierre, on leur impose donc de faire la cuisine. Ils partent tous les deux en apprentissage à droite à gauche, mais notamment chez Point à Vienne, et puis Maxime, Lucas Carton, enfin des grandes maisons, parce que leurs parents avaient l'ambition pour eux déjà, l'ambition pour leur maison, on va dire. Et quand ils reviennent au tout début des années 50, l'un après l'autre, c'est là qu'ils reprennent les fourneaux à Marie, leur maman, et puis que très vite ils se font remarquer par le guide Michelin, la première étoile donc arrive en 56, la deuxième en 63 et la troisième en 68, voilà. Et là après dès lors la consécration aux 3 étoiles Michelin, leur étaient ouvertes les portes de la réputation, de la notoriété. Puis après, en même temps, il y a la nouvelle cuisine. Enfin, alors justement, allons-y, cette nouvelle cuisine, qu'est-ce que c'est exactement? Eux, ils arrivent avec un plat signature qui arrive dans les années 50 sur les tables du restaurant à Roanne, c'est le saumon à l'oseille. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce saumon à l'oseille? Qu'est-ce qui devient... Pourquoi il devient le symbole de cette nouvelle cuisine? J'en sais rien. Vous en mangez encore, vous, du saumon à l'oseille? Rarement, mais on peut se faire des petits plaisirs familiaux de voilà, temps en des temps. Petits souvenirs. Voilà. Et puis on peut l'offrir à quelques clients. Oui, de temps en temps. Ouais, curieux, nostalgiques, ça nous ennuie un peu quand il y a de la nostalgie, j'avoue. Mais plutôt pour donner à goûter et pour montrer en même temps à nos jeunes autour de nous, en cuisine, en salle, c'est quoi le saumon à l'oseille? Mais pourquoi ce plat-là plus qu'un autre? Peut-être parce qu'il est simple. Parce que son identité, en effet, est très lisible. C'est une escalope de saumon taillée fine qui est sous-cuite, ce qui n'était pas habituel. À l'époque, le saumon était toujours très cuit, donc cotonneux. Enfin, vous voyez, un saumon très cuit, c'est pas bon. Donc là, il était sous-cuit. Quelques secondes de cuisson sur chaque face, une sauce à la crème, réduction d'échalotes, de vin blanc, de noilly prate, de fumée de poisson, crémée, une crème magnifique, au point d'ébullition, on retire, quelques gouttes de jus de citron, et puis la poignée d'oseille, donc... cette fraîcheur végétale de dernier instant dans la sauce, comme ça, et vraiment au dernier instant, au moment où l'escalope est posée dans la poêle et fait un aller-retour dans la poêle, et tac, on met sur l'assiette chaude, comme ça, on pourrait dire très bleu, très rose à cœur, et l'assiette chaude prolonge la cuisson pendant son temps, on pourrait dire, de service au client. Et voilà, et il y avait avec ça, il y a le principe du service à l'assiette qui à l'époque n'était pas commun. On servait les plats au guéridon, il y avait de la découpe, c'était long, etc. Donc il y a aussi l'accélération on va dire du travail du cuisinier en direct avec le client. Et tout ça, c'est donc effectivement votre héritage. On a entendu tout à l'heure votre père et votre oncle parler des produits d'exception. Alors il y aura aussi le homard à la sauce cancale, au beurre cancalais. Il y aura d'autres choses. Et vous, Michel, quand vous reprenez les choses en main, on est dans les années 90, vous décidez aussi de tirer un trait sur la tradition, d'inventer quelque chose de nouveau, d'imaginer une nouvelle image, une nouvelle saveur peut-être de la famille Trois-Gros aussi. Ça, c'était important aussi Oui et non, parce que le saumon à l'oseille, en effet, je le dégage parce qu'il était devenu trop systématique. Il quittait pas la carte du premier au dernier jour de l'année. C'était devenu après franchement un concept. C'était devenu trop commerce. C'est un risque de faire ça, de perdre comme ça quelque chose qui est la marque de fabrique, non? Mon père l'a pas vu d'un bon œil à ce moment-là parce qu'il était réclamé par les clients.
Mais ça fait rien. On s'est fait Marie-Pierre. J'ai été aidé par Marie-Pierre pour ça. Elle était là derrière. Elle voyait les choses avec modernité, sans pour autant le bafouer, le dégager. Mais parce qu'on l'a jamais oublié. On l'a juste mis de côté. Mais en même temps, l'exemple du renouvellement a toujours été la règle à suivre, on va dire. C'est pas le saumon que j'ai pris, pas plus que le homard qu'en Calais, comme règle à suivre, mais bien le fait de faire des pas en avant, d'explorer. Et c'est ça que, en fait, j'ai suivi. Et c'est ça que aujourd'hui Léo et César ont à cœur. Je veux dire, et même c'est accéléré aujourd'hui par rapport à nous. C'est-à-dire que aujourd'hui ils sont dans un perpétuel questionnement, donc propositions nouvelles. C'est ça la règle de la maison, en fait. Et il y a la volonté de contredire le père aussi, je crois. Allez-y, dites-nous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film Menu Plaisir. Ce qu'on ne sait pas, ce qui est derrière, c'est qu'on parle de plats. Et puis après, on ne connaît pas la finalité de ces plats. Mais je crois que l'asperge à l'amande, il m'avait dit de retirer la sauce. La purée d'amande, je ne l'ai jamais retirée. C'est une volonté de contradiction et d'aller aussi... Mais vous l'avez mangé en entier aussi, non? Comment? Vous l'avez mangé en entier aussi? Ah non, tu l'as pas mangé, je crois, l'asperge. Je l'ai mangé mais beaucoup plus tard, mais c'était fait, mais voilà, mais c'était un moment, voilà, en fait, je propose, mais je sais que ça sera suivi ou pas, mais j'ai été comme ça. Ils sont comme j'ai été avec mon père. Léo et César, donc cette 4e génération de la famille Troisgros que l'on découvre dans ce documentaire Menu Plaisir qui sortira, je le rappelle, en salle le 20 décembre prochain. Ce qu'on voit surtout dans ce documentaire, c'est ce nouveau projet que vous avez mené en 2017, Michel, pour vos enfants, pour que vos enfants restent aussi peut-être dans cette institution familiale qui est de quitter la ville. Roanne, c'est terminé. Le bâtiment, le restaurant face à la gare, ce n'est plus là que ça se passe. Oui. Vous quittez Roanne à quelques dizaines de kilomètres en direction de Ouche, où là, véritablement, vous leur offrez le plus beau terrain de jeu. Enfin, ils sont associés à l'aventure. Alors, d'ailleurs, c'est Michel et Marie-Pierre. Peut-être que c'est même d'ailleurs Marie-Pierre et Michel qui prennent cette décision-là, qui est pas rien à l'époque, parce que ça fait 86 ans qu'on est là. C'est une institution qui est posée. On nous a pris vraiment pour des dingues à l'époque. Vraiment, on dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se tirent une balle dans le pied. Je croisais des collègues qui me disaient mais vous êtes dingos, quoi. Votre histoire est là. Vous vraiment. Je dis bon peut-être, mais on a décidé de le faire. On a trouvé un lieu. On a eu un coup de cœur il y a longtemps. C'est vraiment l'émergence d'une réflexion qui n'est pas, c'est pas immédiat. Ça faisait 10 ans avec Marie-Pierre qu'on réfléchissait comment se renouveler. Puis on n'était pas propriétaire, on était locataire. On n'arriverait pas à être propriétaire après 86 ans. Place de la Gare. Et puis on était contraint par l'espace, il y avait rien à faire, etc. Et c'est là aussi, c'est une affaire de famille dirigée, entraînée par Marie-Pierre. Marie-Pierre est la locomotive réellement de cette décision. Réellement, je dis souvent et je le pense profondément, seul, je ne prenais pas la décision. J'y allais pas. Je le confirme. Ouais, non, j'y allais pas. Et puis après, on s'est engagé là-dedans, ça a été passionnant. On avait Patrick Bouchin, l'architecte, à nos côtés, qui nous a au départ suivis avec réticence, parce qu'il lui aussi était conscient des dangers qu'on prenait en déménageant. Et puis après, il s'est engagé totalement, il nous a conseillé, il a transformé le lieu qui est magnifique. Vous dites, Michel Troisgros, quelque chose de très intéressant. Vous dites, on était à Roanne comme dans une citadelle, refermée sur nous-mêmes. Désormais à Ouche, on est tourné vers la campagne et les produits. Ça veut dire que c'est aussi une nouvelle façon de cuisiner. Léo, peut-être vous pourrez nous dire. Oui, c'est une nouvelle. Oui, évidemment, parce que grâce à ce déménagement, on a aussi pu créer un jardin et César s'épanouit grâce à ce jardin et travaille les produits de ce jardin. Du coup, au lieu de se tourner vers les homards, le caviar, les produits de luxe qu'on trouve dans les maisons aujourd'hui triplement étoilées, on se tourne vers les légumes. Et plus ça va, plus je pense la cuisine de César évolue dans ce sens-là. Travailler les légumes qui sont à 2 pas de chez nous. Et la tienne aussi. Parce que la colline du Colombier, donc la maison de Léo et Lisa, c'est un avant-goût de Ouche en fait. La colline du Colombier se fait en 2007. 10 ans plus tard, on fait Troisgros à Ouche. Donc on prend goût à la campagne. Avec la colline du Colombier qui est maintenant entre ses mains et voilà, peut-être que sans le savoir on mettait déjà un pied, puis après on y a mis
la totalité de nous vers la campagne. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. La cuisine, il faut la faire d'abord pour soi-même, parce que je ne pense pas qu'un peintre, quand il peint un tableau, il le peint pour lui. Quand un musicien joue de la musique, je ne pense pas qu'il s'occupe pour qui il joue. Donc nous, quand on fait la cuisine, on le fait d'abord pour nous, pour ce qu'on aime nous. Et finalement, on fait manger aux autres ce que le cuisinier aime. Parce qu'un plat qu'on n'aime pas, on ne le fait pas. J'essaye d'imposer mes goûts, c'est-à-dire mon style. Je pense que les peintres ont eu une époque bleue. Nous, on a eu une époque de poisson, on peut avoir une époque de viande. Un jour, on peut supprimer un plat sur la carte qui est très bon, mais on ne veut plus le voir parce qu'on en a assez. Pour moi, il y a difficilement de nouveaux plats. Finalement, tous les plats ont été faits, tous les plats ont été exécutés, mais enfin, il peut y avoir une nouvelle interprétation. Et quand on met un plat en service, d'abord, je dis que je suis le commandant de mon navire et qu'avec moi, j'ai 48 matelots. Dans ces 48 matelots, il y a 18 cuisiniers, il y a 18 dans la salle et puis tout le reste. Et donc, si vous voulez, c'est un grand navire. Et avant, il faut mettre les gens en confiance, d'abord ceux qui le font. D'abord, on le goûte, on le fait pour nous. Et là, tout le monde critique, tout le monde pense que ça va pas. Et après, on le met en service. Et on le met en service et on regarde ce qui revient dans les assiettes. Parce que ce qui est important, c'est ce qui revient dans les assiettes. Donc, s'il revient rien dans les assiettes, c'est que le plat est bon. Et ça, c'est le meilleur test. C'est les assiettes vides. La voix de Paul Bocuse, le 25 mars 1976 sur France Culture. Paul Bocuse qui était un ami de votre père Pierre, Michel. Paul Bocuse qui a été aussi un modèle pour vous, Léo, dans ce qu'il dit. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il vient de nous dire ? Il y a des choses oui et d'autres où je suis un peu moins d'accord. Sur le plat par exemple, sur tous les plats ont été faits, je vous ai vu réagir. Voilà, c'est ça. Moi, justement, ce que j'aime dans ce métier, c'est que il est sans cesse en évolution. Et il n'y a pas de limite. J'ai l'impression que jusqu'à la fin de ma vie, je vais pouvoir créer des nouvelles choses, faire des nouvelles choses et m'épanouir tous les jours. Aucune journée n'est la même. Bien sûr, il y a un petit quotidien qui s'installe, mais chaque journée est différente et c'est ce qui est très épanouissant dans ce travail. De l'autre côté, je pense que dans ce qu'il a dit, il y a des choses quand même qui sont vraies. C'est pas évident non plus de se remettre en question tous les jours et de changer un plat. Voilà, quand un plat est à la carte du restaurant et qui plaît au client, c'est pas facile de se dire je vais le retirer et je vais tenter autre chose. Mais il faut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit on le fait d'abord, on cuisine d'abord pour soi, pour notre propre goût, pour notre propre plaisir, notre premier plaisir, c'est ça le but d'abord ? C'est comme ça qu'on crée son identité. C'est comme ça que je suis en train de créer la mienne d'ailleurs. C'est pas en cuisinant pour mon père, pour ma mère ou pour les autres. C'est en goûtant, en se disant j'aime ça, je vais proposer ça. Donc en effet, quand je travaille sur mes plats et que je les goûte, c'est là qu'on cuisine pour soi et après on le sert au client et on se rend compte s'il plaît ou pas au client. Mais ce qui est un peu différent de ce qu'on entendait quand vous avez raconté l'histoire de votre famille, on avait quand même cette idée de cuisiner pour les autres. C'était une structure qui était accueillante, où on faisait de la cuisine familiale avec Marie au fourneau. Là, vous êtes monté en grade, vous parlez d'identité culinaire, il y a une dimension artistique. C'est tout autre chose, là, ce que vous décrivez comme processus, Léo. Pour moi, l'aboutissement, c'est de donner du plaisir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en récupère. C'est quand on voit les clients partir et qu'ils sont heureux. D'ailleurs, je suis cuisinier, mais mes parents, avant tout, sont restaurateurs, hôteliers restaurateurs, et c'est ce que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, je suis cuisinier, et demain, d'ailleurs, au début de la nouvelle année, je vais devenir hôtelier restaurateur. Et c'est ça que l'on est finalement. On n'est pas une famille de cuisiniers, on est une famille de restaurateurs. Ça veut dire quoi comme changement? Que c'est beaucoup plus accueillant? C'est quoi la différence entre les deux? On voit les choses de façon beaucoup plus large, je crois. C'est-à-dire qu'on célèbre au-delà de la cuisine, tout en restant des cuisiniers dans l'âme, on va dire, et en ayant la cuisine comme cœur de notre activité. Mais on s'élève, c'est-à-dire qu'il faut devenir un patron, un chef d'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir le regard partout. Et puis parce qu'on sait très bien, et on le voit très très bien dans le film, qu'il y a une complicité très forte entre tous les services, et notamment le service de salle, la sommellerie, avec la cuisine. D'abord parce qu'il y a des pairings, il y a des associations, et puis parce que tout contribue
à l'expérience gastronomique. L'assiette est un des éléments principaux, soit de l'expérience, mais le lieu, la température, la lumière, l'acoustique, la qualité des matériaux, le propos tenu, la présentation d'un mets, comment on raconte une histoire, c'est une immersion dans un lieu. Et c'est ça qui embellit, on va dire, quand l'assiette arrive. C'est pour ça qu'elle devient événement, presque, l'assiette. Et dans une famille aussi, parce que vous êtes tous les deux d'ailleurs dans le film très présents en salle auprès des clients pour échanger avec eux, discuter. On reconnaît la voix de Michel dans la voix de Léo. Enfin, il y a des choses qui sont très très amusantes, mais il y a ce rapport au client qui est direct. En fait, vous n'êtes pas caché dans votre cuisine. Non, puis on est là, on est omniprésent, on est dans notre maison, quoi. On adore. C'est vrai que c'est là où vous vivez quand même. C'est l'endroit où on vit, puis on n'est pas aux quatre coins du monde. Ça ne nous empêche pas de voyager quand on peut, mais parce qu'en plus, voilà, comme on est en famille, si on a un qui est parti, l'autre, tac, il prend immédiatement tout pour lui. Donc non, je crois qu'on est vraiment des personnes amoureux de notre métier, amoureux de notre maison et de nos clients. Voilà. Et c'est là où on va prendre des forces. Moi, je vais prendre des forces à la fin du service parce que c'est pour les clients qu'on fait à manger. Et leur retour, c'est un peu notre machine, l'huile qui fait tourner la machine. Ouais, Michel, quand est-ce que vous allez lâcher la veste? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous dites déjà comment je vais faire? Comment a fait mon père déjà? Comment moi je vais faire? Ou est-ce que c'est impossible? Eh ben, écoutez, j'apprends à prendre du temps libre. Voilà, du temps dehors. J'organise les choses, c'est déjà enclenché. Ça l'est pour la cuisine. César et Léo à la colline du Colombier, ça y est, c'est tous les deux, ils sont affranchis du père et ils s'expriment merveilleusement avec leur style. Moi, je suis en apprentissage, voilà, d'un nouveau métier, prendre du temps pour moi. Et je crois que tu as fait évoluer ton métier aussi, c'est ça qui est important. Tu es plus en cuisine aujourd'hui, tu t'occupes d'autre chose. En périphérie de la cuisine, de temps en temps, tu mets les pieds en cuisine, mais c'est très rare. Et tu as su développer cet art, en fait. Merci beaucoup, Léo et Michel Troisgros. On s'approche la fin de l'émission. Je rappelle qu'on vous retrouve avec donc, et je cite toute la famille, César, Marion, Marie-Pierre, Elisa, notamment dans ce documentaire Menu Plaisir, au pluriel, réalisé par le cinéaste américain Frederick Wiseman. Il sort le 20 décembre prochain au cinéma et c'est en partenariat avec France Culture. Alors pour finir, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur la cuisine au beurre, l'autre sur la cuisine à l'huile. Laquelle vous voulez écouter? L'huile d'olive. Ah mais vous êtes trop précis là. Allez, au beurre, prenons-la au beurre. Elle est au gourmande, beurre. elle est française. Ça. Du pain et du beurre, moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, et ça s'arrête là. Au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon cœur, en lui disant c'est délicieux, quand j'en avais horreur. Du pain et du beurre, moi je n'aime que ça. C'est un peu sommaire ce que nous propose Claude François, du pain et du beurre, mais c'est quand même de la cuisine au beurre. Merci beaucoup Michel et Léo Troisgros d'être venus dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Manon Delacelle, Laura Dutèche-Pérez et Zora Vignet. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de son, Raphaël Rousseau. À demain Géraldine. À demain Nicolas.